Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, le flow est toujours au maximum. Comment ça va en ce mardi 14 juin? Salut le G. Bah écoute, je vais très bien. J'espère que toi tu vas bien aussi. Et je suis content de retrouver nos auditeurs. Eh bah formidable, mais moi aussi parce qu'on a beaucoup de choses là à dire cette semaine. UFC 275 déjà, je rentre dans le vif du sujet, je perds pas de temps. Le main event, vous pouviez le suivre, c'était sur RMC Sport, mais aussi sur Twitter parce que Fernand était en feu toute la soirée. Le main event, qu'en as-tu pensé? Déjà qu'en as-tu pensé? Parce que j'ai plein de questions, j'ai plein de questions. Gros combat. Gros combat quand tu considères la catégorie de poids, quand tu vois comment la dépense énergétique compte énormément dans cette catégorie et qu'on y va et on boxe, on combat minutieusement. Je pense que vous l'avez vu dans le style de John Jones. Il touche, il bouge, il fait des feintes, il revient, il touche, il ne s'engage pas à fond. Et là, on avait un combat extrêmement engagé entre un jeune loup et puis un monsieur quand même âgé, un monsieur de ma génération, mais qui a tenu la dragée haute et qui était sur le point de finaliser le combat. Le combat a tenu toutes ses promesses, même plus qu'on attendait, et ça a été du back and forth de malade. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Ok, bon bah, t'as aimé. Est-ce que Glover Teixeira, donc si vous n'avez pas vu le cinquième round, il sonne durement Jiri Prochazka debout, on se dit ça y est, enfin c'est terminé, et là il tente la guillotine. Est-ce que pour toi c'est une erreur ou pas de la part de Glover Teixeira? Parce que on pouvait l'attendre dans ce domaine-là, c'est juste qu'à ce moment-là du combat, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Non, je pense qu'on a toujours cette précipitation-là de critiquer quand ça n'a pas marché. Quoi qu'on fasse dans la vie, il y a un risque minime que ça ne marche pas. Et donc, Glover Teixeira, c'est un expert de la guillotine. Ni toi, ni moi ne pouvons lui enseigner la guillotine, mon cher Guillaume. Glover Teixeira, c'est un expert de la luta livre. C'est que ce n'est pas les guillotines de JJB, c'est une sale guillotine qu'il a. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Bon, on peut critiquer le moment et le timing, on peut critiquer le fait, machin, mais de manière générale, quand tu t'appelles Glover Teixeira et que tu vois le nombre de fois où il a jump dans la garde et qu'il a verrouillé le menton et qu'il a mis tout son poids, ses 93 kilos, sur les cervicales de l'adversaire et que ça a tenu, bon, une fois n'est pas de coutume, ça a glissé, il n'a pas pu contrôler, il est tombé, voilà. On peut refaire le monde, on peut venir conseiller, on peut faire ceci, mais s'il faisait taper, si ça marchait, tout le monde sera en mode waouh, ceinture. Il a battu le gars, il dominait le gars, il a quand même pris le risque d'aller chercher la guillotine, il a finalisé le gars. Par là, après coup, c'est très facile. C'est vraiment trop facile. Je pense que quand on sait les choix qui sont des mauvais choix. Quand un jeune fait des choix où c'est un peu plusieurs fois, il refait le même coup plusieurs fois et ça loupe comme le nombre de genoux qu'a mis son adversaire et qu'il exposait sur des projections. Oui, là, on peut dire, bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi tu continues à faire de scramble avec lui? Il t'a renversé, il t'a renversé, il t'a pris le dos, tu sens qu'il est meilleur que toi au sol. Pourquoi tu continues à t'exposer? Ça, c'est une chose. Mais Glover Teixeira, s'il y a un light heavyweight qui sait de quoi on parle quand on parle de guillotine, c'est lui. Donc, moi, en tout cas, je me réserve de lui donner des leçons sur le choix de s'il la sentait ou pas la guillotine. Je n'étais pas dans cet état d'esprit. Et s'il ne la sentait pas et que son, ses capacités d'analyse pour la sentir étaient amoindries, ça veut dire que ni toi, ni moi, au quatrième round, dans un stade de combat de l'UFC comme celui-là où il y a l'enjeu de la ceinture, on aurait eu idée de où est le nord, où est le sud. On est d'accord? C'est qu'il faut qu'on prenne ce recul-là avant d'analyser et de critiquer, de se dire que si, avec ce que je connais de la guillotine, si j'étais dans c'est que ce qu'on appelle vraiment le feu, le couvre-feu, c'est que c'est chaud, ça tire de partout, c'est chaud. À ce moment-là du combat, avec l'extrême fatigue, avec le manque de lucidité, est-ce que je serais capable à ce moment-là de pouvoir lire et prédire si ma guillotine elle est bonne ou pas bonne? Ça fait partie du jeu. Malheureusement, on ne saura jamais si il ne l'a pas senti, s'il a senti, si la technique était bonne, si ça a glissé, on ne saura pas. Mais toujours est-il que moi, je fais
confiance à l'expertise. Quand il y a un être humain qui, tous les jours, monte des murs, monte des murs, monte des murs, le jour où je vais aller solliciter un maçon, je ne vais pas prendre celui qui va à l'école et il connaît comment on monte les murs, il sait comment ça, la formule pour faire le bon ciment et faire les parpaings. Je vais aller chercher celui qui monte les murs tous les jours parce qu'il sait de quoi il parle. Ce mec-là sait faire des guillotines. Ce mec sait vraiment faire des guillotines. À l'UFC, il fait partie, j'avais donné le top 5 des meilleurs combattants du sol à l'UFC, il faisait partie du top 5. Voilà pour vous dire un peu ce que je considère, ce que j'entends sur Glover Teixeira. J'ai une très haute estime de son sol. Et donc là, tout ce que Ferdinand dit s'applique aussi à une certaine clé de talon, tentative de clé de talon qui a eu lieu lors de l'UFC 270. Pour poursuivre sur ce combat-là, Jiri Prochaska, est-ce que là tu te dis, on ouvre une page qui risque de durer très 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 longtemps dans cette catégorie light heavyweight où tu fais, les gars, attention à la culture de l'instant, chaque fois c'est des dingueries ces combats, mais chaque fois c'est chaud aussi. Je ne sais pas me prononcer pour l'instant. Je sais que j'ai vécu un beau combat. Je sais que je souhaiterais qu'il se concentre sur son fight IQ, de le développer comme il peut, de faire des bons choix. J'espère que son coach va lui parler des choix à faire et de pouvoir prendre des décisions dessus sur quand on te dit recule, recule, quoi. Quand on te dit sors du contact, décroche. On te dit décroche, décroche. Reste pas sur le contact alors que tu te mets en danger. Parce que ce combat-là aurait pu virer à la catastrophe. Il a failli virer à la catastrophe plusieurs fois sur le choix des frappes notamment. Je profite ici pour attirer l'attention sur mes élèves qui suivent le podcast. Vous avez déjà compris que j'ai privilégié les frappes dissuasives pour les lutteurs. Vous êtes un striker. Vous voulez dissuader un lutteur. Ce que je vous demande de faire, c'est de mettre des frappes rectilignes, de manière générale, ou alors des frappes obliques. Rectiligne parce que ça tient l'adversaire à distance, oblique parce que ça bat du bas vers le haut. Uppercut, front kick menton, tout ce qui remonte, le genou, tout ce qui remonte. Maintenant, sur tout ce que sur les trois que je viens de vous citer, j'ai mis l'arme qui donne la connexion. Quand je frappe mon uppercut, je ne reste pas connecté. Je connecte et je retire ma main. C'est très difficile de tenir ma main. Quand je mets un front kick menton sur la bouche, par exemple, et que je lève mon pied sur la bouche, c'est difficile de retenir ma jambe parce que la frappe prend une trajectoire oblique qui vient sur ma bouche ici. Donc, je suis obligé de reculer. Mais quand je mets un coup de genou, il atterrit dans l'abdomen et il est exposé à la préhension de mes deux mains. Donc, du coup, il y a une possibilité d'amener au sol derrière. Du coup, je proscris ça quand il y a un haut risque d'amener au sol. Je pense que si Jiri s'était concentré sur sa boxe, je parle du premier, du deuxième, du troisième round, il finissait le combat. Mais il a voulu rajouter les jambes. Et à chaque fois qu'il a mis un genou, le genou l'a mis en difficulté parce que ça le ramenait très proche du corps et ça a amené le contact. Et ensuite, il était en danger sur le contact avec une éventuelle amenée au sol. S'il gardait la distance en allongeant les bras le maximum possible et en maintenant la vitesse de croisière de volume, pas chercher à taper très fort ou très bas, une vitesse moyenne, un volume moyen qui revient constamment, on aurait pu avoir quelqu'un qui craque. Je pense que c'est vraiment un axe de développement pour lui. J'ai été ultra impressionné par ce que son physique peut encaisser. Il est certes jeune, mais j'ai rarement vu les gens encaisser comme ça. Les crochets qu'il a pris au 4e round de la part, ou même au 5e, de la part du Brésilien, ouais. C'était juste phénoménal. Je ne sais pas comment il tenait debout. Donc voilà, je pense que ce n'est pas... Il ne peut pas miser dessus pour le futur. Il faut qu'il change ce truc-là. Il a montré beaucoup de cœur, mais le cœur ne suffira pas pour passer et garder sa ceinture longtemps. Parce que très rapidement, il va affronter quelqu'un qui connaît le sol. Là, il y a un combat qui se prépare.
entre Tommy Smith et Ankalaev. Moi, selon moi, celui qui gagne ce combat devrait affronter Jerry. Plus que Jan Blachowicz? Non, Jan Blachowicz, il a gagné un mec, il a perdu le deuxième round déjà. Jan Blachowicz. Il a gagné un mec qui s'est fait mal au ligament. Oh, c'est pas terrible comme victoire. C'est pas ça qui te ramène sur la ceinture. C'est pas vraiment fameux. C'est pas brillant. Donc, si tu veux, non, c'est gagner sur un abandon médical et aller refaire la ceinture, je ne pense pas. Je pense que tu me parlais l'autre fois de la catégorie vieillissante de light heavyweight. Je pense qu'il faut mettre la jeunesse en place. Je pense qu'aujourd'hui, on a des gros combats qui arrivent. On a, par exemple, de l'autre côté, comment il s'appelle celui justement qui s'est fait mal au ligament. Alexander Rakic. Voilà, qui va sortir sa guérison, qui va travailler petit à petit, qui va sortir de ses blessures et tout, qui va arriver à quelque chose. Je pense que c'est ce genre de jeune que moi j'ai envie de voir contre Glover Teixeira la prochaine fois. J'aimerais que Glover Teixeira prenne le repos et que peut-être en décembre, il puisse affronter un jeune comme ça. Je pense qu'il a pris des grosses commissions cérébrales et que quand tu as 42 piges, c'est pas pareil. Et il aura du mal à récupérer. Je pense que Anthony Smith va perdre contre Ankalaev. J'espère que ce sera de manière impressionnante et pas à la décision. Je pense ensuite que Ankalaev devrait combattre contre Jerry. Et si Jerry n'a pas élevé son niveau de fight IQ, il perd. Et ça va être très compliqué. Si un jeune frais arrive et est capable de tenir la dragée haute sur le cardio et tout, et que Jerry ne fait pas ce qu'il faut pour son fight IQ, il va perdre. Bon bah voilà, Jerry sait où progresser, mais on va dire en dehors du fight IQ, qualité intrinsèque, est-ce que toi il t'impressionne Jerry Prochaska? Parce que ok, il a souvent été dans des situations compliquées, mais c'est des situations où Glover, je pense si on lui avait dit avant le combat, tu vas te retrouver dans ces positions-là, tu vas réussir à lui prendre le dos, il aurait aimé être dans ces situations, mais il a survécu tout le temps Jerry Prochaska. Oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est un phénomène, il m'impressionne. Mais c'est un peu comme si tu disais, je suis fier de mon fils et tout, il met les doigts dans la prise électrique, il est toujours là. Il est touché par il est toujours là, il tient, tu vois. Au bout d'un moment, viens, on ne joue pas avec ça parce que là, c'est du 110 volts, peut-être. Peut-être qu'on va passer sur 220 volts, ça va être chaud. Peut-être qu'on va passer sur la THT, la très haute tension, peut-être qu'il va tomber. Enfin, arrêtons avec ça, tu vois. Enfin, arrêtons de jouer avec ça. C'est juste ça comme exemple, c'est de dire que oui, c'est bien. Il a montré que son corps peut encaisser des choses incroyables. Mais tu veux qu'on continue à tester avec ça et voir jusqu'à quel moment le défibrillateur va le faire, tu vas le tuer. Enfin, voilà. Et pour le coup, un combattant comme ça, qui, je le compare un petit peu, tu vois, à Johnny Walker. Là, je sais, les gens vont me tomber dessus, il n'a rien à voir. Je suis d'accord avec vous, il n'a rien à voir. Mais pour moi, une grande partie du succès de Jerry Prochaska provient de sa capacité à créer le chaos et à faire des choses auxquelles personne ne s'attend. Est-ce que toi tu penses, enfin, et toi si t'as déjà été dans cette situation-là, avec un combattant qui gagne toujours, mais qui se met souvent dans des situations compliquées, mais qui lui permettent aussi finalement de gagner les combats, comment tu doses bien le truc pour éviter d'avoir un gars comme aujourd'hui Johnny Walker qui a été peut-être trop cadré? Je vais essayer de ramener un peu de folie contrôlée. Johnny Walker gagne parce qu'il met le chaos. Je parle de C-H-A-O. Je parle du chaos. Voilà, je parle du chaos total. Et en gros, il met un chaos dans la manière de combattre et il choisit dans ce chaos-là de ne pas s'organiser. Moi, j'aimerais qu'on lui apporte une organisation dessus. Je mets un style de chaos, mais je sais vers où je vais. Je mets un chaos, mais dans le chaos, je m'organise pour que j'ai une espèce de casque sur la tête. Parce que dans mes mouvements hasardeux que je fais, j'ai mes mains qui montent de temps en temps. Mais Jerry, pour ça, il n'a pas de garde du tout. Mais du tout, les pêches qui se prenaient, c'est genre, il a des bras comme ça, boum! Non, tu te dis, mais c'est pas possible, il va mourir. Donc, si tu veux, j'aimerais juste qu'on apporte quelques valeurs d'assurance dans son game.
juste quelques valeurs d'assurance. Parce que tu dis qu'il est imprévisible. Sur ce combat, il a été très prévisible. Son coup de genou partait de loin. Dès que le combat a commencé, ça s'est vu qu'il voulait mettre le genou. Il tendait les mains de loin pour mettre ce genou. D'ailleurs, j'ai cru à un moment qu'il allait se faire concret. J'ai cru que Glover Teixeira avait compris que il va lui faire croire qu'il descend. Il va passer un crochet pendant que le genou est en train de monter pour lui faire un peu. J'ai mis un hashtag Fedor Emelianenko contre Arlovski, ouais. Sur Affliction. l'événement Affliction à l'époque. Donc tout se passait bien pour Arlovski jusqu'au moment où Arlovski décide de monter en genou sauté et que Fedor ferme les yeux et envoie une bombe atomique sur sa tête en suspension. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, je pense que quand vous avez un jeu, par exemple, je le dis souvent, que Cyril aime bagarrer. C'est un gamin, il aime vraiment là. Il a envie de jouer à la bagarre, on va dire. Il veut jouer à la bagarre. Et donc, il faut le tenir par la chaîne pour essayer de lui dire non, touche sans être touché, déplace-toi, bouge un peu, déplace-toi, machin. Parce que je vais être sûr qu'au moment où il joue à la bagarre, au moment où il organise un KO, c'est HAOS, que ce soit un KO organisé, mais qui est maîtrisé. Par exemple, avec Derrick Lewis sur la fin du combat, ou même avec... voilà, il y a un moment donné du combat où, avec Derrick Lewis, il se pose, il absorbe, il jab exprès, Derrick Lewis va voir sa bombe, il absorbe le coup parce qu'il sait qu'il va recontrer de ce côté. Et donc voilà, complètement, je pense qu'il faut garder ce truc-là. Il faut garder le truc de tu es fou, c'est bien, mais on va quand même te donner une petite sécurité pour fermer certaines portes au moment où tu organises ton chaos, afin d'aller chercher le chaos. Avançons avec le co-main event, qui a fait énormément parler déjà. Valentina Shevchenko contre Taila Santos. Énorme respect à elle, mais à culpa, parce que je pensais que ça allait être plié vite fait, bien fait. Mais finalement, Ouais, ça t'as mal parlé, toi. J'ai très très mal parlé. Et ça ne s'est finalement pas du tout passé comme prévu. J'ai même envie d'ajouter quelque chose. C'est que pour moi, sans le coup de tête involontaire, ça aurait très très mal tourné pour Valentina. Donc à savoir, elle aurait perdu le combat pour moi. Absolument. On n'est pas passé loin. Belle prestation de Taila. Je suis très très content. Je ne la connais pas encore, je ne la connais pas du tout. En général, je connais quasiment tous les athlètes sous le management de Thiago, son manager qui était là, qui fait la traduction, qui est un ami personnel. Mais je la connais pas encore et je suis complètement impressionné. D'ailleurs, je lui ai envoyé un texto en lui disant, je suis très fier de toi, de ce que tu fais. Sur la même carte où il y avait Joanna Jędrzejczyk qui l'a découvert au Cage Warrior, l'a monté, l'a amené à l'UFC. Cette dernière, quand elle est arrivée à l'UFC et qu'elle a eu sa ceinture, elle a défendu 2 fois, elle a quitté de manière brutale et hontée à la fin du contrat. Elle a signé avec quelqu'un d'autre. À partir de là, ces problèmes ont commencé. Elle n'a pas arrêté de perdre jusqu'à ce qu'elle croise le chemin d'une autre fille du management de Thiago qui montait. Je parle de Jessica Andrade, qui est devenue championne du monde. Et là, dans sa phase descendante, sur la même carte, elle croise le chemin de Taila Santos, qui est passée pas loin de battre la fille la plus déterminée de tout le monde et du règne du MMA. Enfin, pas Nunes qui a mis un peu plus de temps que ça. Elle est vraiment celle qui est crainte et redoutée par tout le monde et qui a toujours mis un gros Rubicon entre la deuxième et elle. Et donc, c'était une parenthèse pour dire que je suis vraiment fier de mon ami Thiago qui fait un travail exceptionnel sur le management et qui a subi beaucoup de coups difficiles, mais qui réussit toujours à remonter des filles et les amener sur la ceinture de l'UFC. C'est incroyable ce qu'il fait comme boulot. Mais en tout cas, sur cette Fight 4-là, j'ai été grave impressionné par ce combat-là parce que au-delà de ce qu'il y a eu comme contrôle au sol,
même en boxe, Jessica n'a pas vu la couleur, quoi. C'était très, très difficile. Elle était en retard, elle était en lenteur. Jessica a toujours été une foot Valentina, de guerre, ça a Valentina. toujours été. Qu'est-ce que je raconte? Valentina. Valentina a toujours été une foot de guerre et tout. Et puis, malheureusement, elle était débordée, quoi. Thiago l'a complètement débordée à plusieurs reprises et tout. Et beaucoup de personnes pensent comme toi. N'eût été le coup de tête, ce combat aurait pu basculer salement de l'autre côté. Ce qui est dingue, hein. Ce qui est vraiment dingue, et comme quoi on ne sait Tu jamais ce comprends, qui peut arriver. tu comprends. C'est que des fois, mes élèves, quand ils ont une blessure, ils ont des doutes et ils veulent pas, hésitent à combattre. Des fois, je dis, mais tu sais, la nature est bizarre. Des fois, tu es archi bien préparé, tout est bien passé, il y a un coup de tête qui se passe et ça change tout. T'as pas prévu, ça fait pas partie du game plan, il y a rien qui se, mais ça change tout. Parce qu'un mauvais coup, un mauvais déplacement, tu déplaces le coup de poing d'un millimètre, ça change tout. Comme je disais la semaine dernière, sur les effets de chaos qu'on ne peut pas déterminer, on ne peut pas savoir comment les produire parce que c'est la jonction de plusieurs paramètres qui vont amener un chaos et c'est très compliqué de contrôler tous ces paramètres. Mais en tout cas, très impressionné par cette jeune fille et ça laisse un précédent. Dorénavant, on sait qu'il y a possibilité de battre Tchevchenko dans cette catégorie-là. Dorénavant, on sait que Manon Fiorot a peut-être une chance de battre Valentina. Et le combat n'est pas si loin parce que moi, la projection que j'ai sur Valentina, c'est qu'elle ne combatte pas tout de suite parce que dans un mois, dans 2 mois, elle ne va pas être prête parce que mine de rien, elle commence à avoir un certain âge. Et puis, j'espère qu'on va la faire combattre sur la fin d'année, en décembre. Et j'espère que elle affrontera Manon Fiorot qui aura battu Kathleen, comment elle Shukager. s'appelle? Shokagan, le 3 septembre, pareil. Je suis persuadé que Manon va la battre et je suis persuadé que Manon sera en pole position pour aller combattre pour la ceinture. Alors, pour être tout à fait honnête, on pourrait dire qu'on peut encore attendre un ou deux combats histoire de bien développer Manon, mais je pense que ce serait une erreur. Je pense que Manon aujourd'hui, même si elle est extrêmement talentueuse, extrêmement forte, elle approche 31 ans, 32 ans, je ne sais plus. Mhm. Et j'espère que Aldric et elle vont nous faire un bête de call-out à Paris. J'espère que quand Manon aura gagné avec un violent chaos, ils vont prendre le micro et faire un super call-out sur la championne et annoncer qu'ils la veulent. Dès qu'elle est prête, dès qu'elle veut, quand elle veut. Parce que drastiquement, déjà, ça change tout. Manon combat pour la ceinture, elle triple ses revenus. Elle combat pour la ceinture, elle devient challenger de la ceinture, c'est sans précédent. Ta vie change complètement. C'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. C'est que tu reviens de là, si tu as la ceinture, tu reviens en première classe dans la foulée. Ton style change, quoi. Enfin, l'UFC s'occupe de toi différemment. Et je pense que c'est une opportunité à ne pas louper. Et donc, je sais que mes collègues qui s'occupent d'elle sont très bons en management et je n'ai aucun doute dessus. J'espère vraiment qu'ils vont faire un gros violent call-out, genre d'une manière brutale, avec un punch, quelque chose de très simple, avec mic drop, là, genre, Valentina, je te prends où tu veux, quand tu veux. Mic drop, on tourne le dos, fin de l'histoire. Ce serait formidable pour Manon, et puis je te rejoins complètement. Je pense que là, ce qui est en train de se dessiner, même si à Taylor Santos ça a pas mal impressionné, mais ce serait un petit peu casser du contender pour casser du contender si on laissait Manon avec les autres avant le title shot. Parce que même là, Kathleen Chookagian, bon, bon, voilà, ça devrait bien se passer pour Manon. Moi, je pense que la suite, ça va être justement Santos Talia, mais il faut qu'on laisse Santos Talia reprendre quelqu'un d'autre. Je pense que là, il y a Misha Tet qui va affronter Lauren Murphy. Et donc, du coup, de ce match-là, celle qui va gagner, je pense que c'est Misha Tet. Misha Tet vient affronter Talia. Talia la bat, donc elle fait le vrai relais entre le passé et le futur. Elle se reconstruit et quand elle sera à maturité,
elle viendra rechercher la ceinture entre les mains de Manon Fiorot ou éventuellement entre les mains de celle qui régnait à l'époque, si c'est toujours Valentina. Mais voilà, quoi. J'espère juste que l'UFC voilà, mettra en avant la France. Ce qui est important, c'est donc Taylor Santos qui a l'orbite cassée, donc elle va être absente pendant quelques mois. Et Valentina Shevchenko a déjà dit en conférence de presse, c'est là que ça sent mauvais pour nous, elle veut Miesha Tate en décembre à Las Vegas. Parce que Miesha Tate, c'est archi facile. C'est comme cupcake, comme elle s'appelle. Oui, c'est ça. C'est Voilà. piece of cake, tu vois. C'est vraiment, c'est facile pour Valentina. C'est vraiment facile. Le style de Miesha Tate qui est une lutteuse, hein. Faut comprendre que Miesha Tate, c'est une lutteuse et donc elle n'aura pas du mal à imposer son Muay Thai, très solide Muay Thai. Elle n'aura pas du mal à l'imposer face à Miesha Tate. Alors que Manon Fiorot, c'est compliqué. Le sidekick de Manon Fiorot est un problème pour tout le monde. Où que tu sois, qui que tu sois, même les garçons, son sidekick, c'est un vrai problème. Bien utilisé à bon escient, elle peut mettre en difficulté n'importe qui, ou en tout cas, elle a un joker qui permet de mettre pause, de réactiver toutes ses connexions et revenir sur le combat pour le varier comme elle veut. C'est juste génial. Elle est à la fleur de l'âge, elle est au pic de la force chez les femmes et tout. C'est maintenant le timing. C'est maintenant qu'on doit forcer pour que ça se passe. J'espère vraiment que l'UFC ne va pas tomber dans le piège de Miesha Tate. Bon, voilà quoi. Je pense que c'est le moment de donner du sang frais et j'espère, je ne vais pas la jinxer, je ne veux pas qu'on perde l'honneur, mais j'espère qu'elle va prendre sa ceinture, sa victoire le 3 septembre, qu'elle va faire un violent call-out et que les étoiles vont s'aligner pour qu'elle prenne en décembre Valentina. Et ça, c'est le moment quand Valentina a des doutes, quand Valentina plafonne, quand elle n'évolue plus. Et elle qui est sur une série de victoires, ça peut faire du bien. Ça peut vraiment faire du bien. Donc, on croise les doigts. C'est tout ce que je lui souhaite. On croise les doigts pour Manon Fiorot. Et donc, la troisième et dernier combat dont on va parler de cette carte de l'UFC 275, la fin de carrière brutale de Joanna Jedrzejczyk, qui s'est incliné par KO deuxième round contre Weili Zhang. Bon, c'est dur hein, quand même. Il y a vraiment aucune pitié à l'UFC. Il y a un mois, c'était Tony Ferguson qui se prenait un violent KO contre Michael Chandler. Là, jusqu'à maintenant, la recordwoman de défense de ceinture strawweight qui s'en va après un KO difficile. Ouais, très compliqué. Ça m'a affecté quand même. C'est particulièrement une amie. Il y a 4 jours, j'ai échangé avec elle en texto pour parler des affaires des NFT et tout ça. Et la voir s'étaler comme ça, c'était choquant pour moi. Mais imprévisible. Tu peux pas t'attendre à ça et c'est difficile la chute d'une immense championne quand même. Qui était invaincue. Hein. Et... Au-delà d'invaincu, elle nous a juste époustouflé. S'il y a le judo à Ronda Rousey, le Muay Thai à Joanna Jedrzejczyk. Non, et puis surtout, ce qu'il faut dire, moi je ne cesserai de le rappeler, c'est que ta philosophie, tu lui dois ta philosophie. Enfin, une partie de ta philosophie. Absolument. C'est-à-dire que mon idée de voir comment on devrait gérer une opposition entre un striker et un lutteur vient complètement de Joanna et particulièrement d'un combat contre Carla Esparza où elle a fait une masterclass. Pour la première fois de ma vie, je voyais une strikeuse courser une lutteuse. Elle a installé une ligne de défense avec une pression extrême. Toucher sans être touché, mais être présente. C'est phénoménal. C'est très, très difficile à faire. C'est très difficile de manière générale quand tu dis un striker, mets-lui la pression, bah, il frappe et en frappant, il avance et s'expose à la mener au sol. Joanna est capable de faire une distension de son corps. Elle m'a aidé à apprendre à certains gars de ma salle comment reculer en frappant en même temps, avoir un impact.
je tends le bras pour frapper, mais ma jambe d'appui recule. Une grosse extension de façon à ce que je puisse toucher et que le moment où la personne va faire des représailles, je sois vraiment hors de portée et je reviens en pression. Et quand elle comprend que la lutteuse commence à battre en retraite parce qu'elle a une dette d'oxygène, elle met la marche avant, elle commence à accélérer le volume de coups. Au début, elle est sur une frappe. Quand elle sent que ça passe, elle passe sur des combos, 2 frappes, elle passe sur 3 frappes, elle finit par un festival de coups où l'arbitre est obligé d'intervenir parce que Carla Esparza ne peut plus tenir le ring. Ça a été une révélation dans ma vie de coach. Je l'aurais dit encore et c'est vraiment beaucoup de styles de mes fighters dépendent, découlent de la compréhension et de la lecture de ce combat-là. Comme quoi, il y a plusieurs manières d'apprendre, d'aller à l'école, d'étudier, de comprendre les choses. Il y a plusieurs manières par le biais du visuel, du kinesthésique, du toucher, de l'entraînement, mais de l'auditif et du visuel, quoi. Juste en regardant Joanna combattre, j'ai une révélation qui s'est avérée très, très bonne pour pouvoir amener les athlètes au très haut niveau. Et est-ce que tu penses que c'est le sport qui l'a un petit peu dépassé? Parce que ces défaites, donc il y en a 2 contre Rosna Mayunas, 2 contre Weili Zhang, 1 contre Valentina Shevchenko, donc uniquement les cracks, des cracks, des cracks. Est-ce que tu penses que c'est le sport qui a évolué sans elle, ou il y a eu un déclin de sa part aussi? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a, comme je te dis, le changement d'environnement réussi à certains, mais pêche de foi sur les autres quand la greffe ne prend pas. Depuis l'instant où Joanna est partie de la Pologne et qu'elle a aménagé complètement à l'American Top Team aux États-Unis, sa vie, moi je connais sa vie en privé, sa vie a été un déclin progressif, doucement, mais progressif. Une catastrophe. Peut-être entouré de mauvaises personnes. Peut-être, je sais par exemple que Thiago avait une sœur qui était très, très amie avec Joanna. Les deux ont pris des distances du fait qu'elle a cessé de manière très brutale, sans avertir, de travailler avec son frère. Bah, il y a des nouveaux amis qui s'installent. Il y a beaucoup de choses autour. Il y a un nouveau manager, il y a des entraîneurs différents. Tous ces entraîneurs, les 3 entraîneurs qui étaient en Pologne sont restés en Pologne. Tout change. Effectivement, Mark Brown, génie de l'entraînement. Et puis, ça ne prend pas la greffe. Moi, dans mon cas, ça m'est déjà arrivé. Vous vous rappelez de Cheikh Koné. Cheikh Koné, l'un des meilleurs combattants en France, formé par l'équipe de H Academy. Très bon athlète qui a fait de très belles performances au moment donné où on le sent au pic de sa forme, il est bien, même si certains disent que il est arrivé déjà avec un début de décadence, mais en tout cas, il est bien au moment où moi je le reçois au MMA Factory. Il est question qu'il fasse quelques combats et qu'on l'amène au plus haut niveau. Et puis, ça n'a jamais pris. La greffe n'a jamais pris. Que, déjà, les entraînements, c'était archi compliqué. Cheikh Koné il se sentait pas bien. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai une relation vraiment sincère et amicale avec lui. On s'est toujours appelé, même jusqu'à présent, on se parle toujours. Je lui passe le salut. Tchécos, Tchécos, oh, oh. Et en gros, il ne s'en sortait pas. Les coups collectifs, il n'aimait pas le sparring en coups collectifs. Il avait besoin de le faire de manière individuelle. Je mettais en place des coups individuels, mais même quand il y avait des coups individuels, il ne s'en sortait pas. On n'a pas eu l'ouverture de le reconstruire. Ça a été la décadence. Ensuite, il est parti de la salle. Il a continué à perdre de combat. Et puis, ça n'a plus jamais été le même. Et puis voilà, la greffe n'a pas pris. Comme quoi, il n'y a pas... il n'y a pas de magie pendant que, comme je disais, Karl Amoussou qui vient de la American Top Team, vient au MMA Factory, la greffe, elle prend. Il est un succès incroyable et tout. Mais il y a des fois, la greffe ne prend pas. Tu ne sais pas pourquoi. Le déplacement, machin. Je pense que ça fait partie des choses qui ont gêné Joanna. Je pense qu'il y a un lien de causalité, enfin, un socle commun avec Cheikh Koné.
Cheikh Koné a toujours eu un sentiment de culpabilité. Depuis qu'il est arrivé, il le disait, on allait combattre et il n'était pas bien, il n'était pas en phase avec lui-même. Il disait toujours, bah, j'ai l'impression que tous les anciens de mon équipe vont me regarder, ils vont me jeter l'œil, je suis pas bien. Je pense que Joanna, dans ce qu'elle a fait comme action et son passage à, à l'American Top Team, en laissant tomber son ancien team, en laissant tomber son ancien manager, qui, pour le coup, c'est une crème, c'est un ange, son manager. Je pense elle en avait lourd quand même. Quelque chose, un truc subconscient, elle le rappelait souvent, tu vois. Moi, j'étais au courant des détails, elle le rappelait souvent. Et même, par exemple, à un moment donné, elle habitait dans un endroit d'hébergement de la American Top Team, mais il y avait eu une grosse tempête aux États-Unis qui avait arraché les toits, des tôles et tout. Et donc, du coup, il y avait, à l'endroit où elle vivait, elle ne pouvait pas dormir. Bah, du coup, elle le rappelait pour lui demander des conseils. Euh, Lui, comme j'ai dit, c'est une crème, il donnait des conseils, mais c'était complexe en fait. Et je pense qu'elle n'a plus jamais retrouvé son équilibre et cette stabilité qu'elle avait. Effectivement, elle a gagné beaucoup en économie de fatigue de voyage parce qu'elle était déjà là-bas et donc elle faisait les combats là-bas, elle était sur place, mais elle a perdu sa stabilité qu'elle avait souvent de faire le tour du monde, revenir en Pologne, faire le tour du monde, revenir en Pologne. Je pense qu'il y a ça aussi, qu'elle avait des liens communs avec Cheikh Koné. Je ne, je ne, je ne me dédouane pas du tout de ma responsabilité sur le fait d'accueillir un jeune comme Cheikh Koné et de le mettre en échec. Hein. C'est que je pense que voilà, tu peux faire ce que tu... Mais au moins, je suis fier de moi parce que j'ai donné le meilleur de moi. Que Cheikh Koné, je lui ai fait un traitement ultra spécial. Je l'ai mis bien. Je lui ai donné, d'ailleurs, enfin, voilà, je le dis parce que je sais qu'il peut témoigner pour ça. Je l'ai vraiment mis bien. Je lui ai donné mon temps au max du max de mon temps. Je l'ai amené au Brésil sur une très belle organisation où il devait affronter un vétéran de l'UFC et tout. Ça s'est mal passé, mais le voyage a été sublime. On a fait un séjour incroyable. J'étais avec un autre gars qui venait d'ailleurs, qui venait de la Team Quest, Thierry Soukoudjou, que je manageais et que j'entraînais. On a fait ce voyage là-bas. J'avais un autre Français avec moi que je manage aussi, qui est Moïse Rimbon. Et donc voilà, on a fait des moments, on a eu des moments sublimes avec Cheikh et je suis désolé, je n'arrête pas de m'excuser auprès de lui en disant j'ai pas réussi, j'ai échoué quoi. Tu vois, il a pris un engagement incroyable et qu'il engageait beaucoup parce qu'il a été en frontal avec son ancien team. Quand les gens me sont tombés dessus en parlant de cette histoire d'aller piquer des élèves dans d'autres clubs, ce qui est devenu la mode maintenant. Enfin, personne ne parle plus de ça. C'est pour dire que les idées elles sont toujours les mêmes. C'est Schopenhauer, c'est toujours les mêmes process. C'est ridicule, c'est dangereux, c'est évident. C'est toujours la même chose. Donc à l'époque, quand je disais que nous sommes un club formateur, mais aussi un club de compétiteurs et que des personnes formées ailleurs peuvent venir chez nous et qu'il n'y a pas de problème, les gens trouvaient ça très insultant. La même team de Cheikh Koné aujourd'hui, elle a compris finalement et elle prend tout ce qui vient de partout. Et c'est une très bonne chose. Je suis très content pour eux. Mais en tout cas, il n'a jamais su s'adapter dans le nouvel espace et où il était. Je pense qu'on va passer aux questions, monsieur. Où il y avait peut-être un autre athlète qui t'avait un petit peu marqué. Non, il y a cet Anglais-là qui a fait un bel événement, comme Jake Matthews. Jake Matthews a été impressionnant. Je pense qu'il a envie de combattre sur Paris. J'ai vu ses réseaux sociaux qui demandaient à combattre sur Paris. J'espère le voir. Ça peut donner une opposition contre un Français intéressante. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, la carte, elle a été essentiellement de ça. Voilà les combats qui m'ont impressionné. Et donc, les questions, vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. C'est une chance, véritablement, d'avoir un expert qui va répondre à toutes vos questions. On va commencer par une question de Baptiste Détailleur. Dana White à Arès, ça veut dire quoi?
Oui, est-ce que il peut se poser la question légitimement, est-ce que ça veut dire qu'on aura Dana White versus Fernand Lopez en main event le 2 septembre prochain? Je ne pense pas. Non, c'est unlikely, comme disent les Ricains. Il y a peu de chances que ça arrive. Mais effectivement, je ne sais pas d'où ça sort. Pourquoi il dit ça déjà? Bah, je sais pas. Je crois que c'est toi qui as commencé à en parler, non? Parce que Non. la semaine dernière, t'avais dit peut-être, je crois que Dana White sera présent à Ares. Voilà. Mais du coup, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que moi, ce que je dis, Après, dans peut-être, le sens, peut-être que c'est pour les gens, donc Dana White, président de l'UFC, ça veut peut-être dire que tu prépares quelque chose avec lui. Il y a une émission qui s'appelle Looking for a Fight. ouais. Bah, en gros, c'est une possibilité. Petit sourire en coin, vous savez ce que ça veut dire. Ok, ok, bah très bien. En tout cas, là, je crois qu'on peut le dire. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose. Là, ça fait un moment que tu teases ça ici et là. Je vois ça sur Twitter. On parle d'une date de septembre. Est-ce que la date du 2 septembre est officialisée? La date du 2 septembre est officialisée. On a déjà des gros noms sur cette Fat 4-là. On a le retour de Jordan Zedbo. On a la ceinture de Ivana contre Tekena? Tekena D'accord. en flyweight 57 kilos, ceinture inaugurale. Donc, comme quoi, quand les gens font des call-out, Les call-outs, ça marche. rien. Elle a fait un call-out et puis dans la foulée, ça a été signé, ça a été validé, donc c'est bon. On a quoi d'autre? Est-ce que je vais checker vite fait ma Fat 4, mais je te le dis en 2 secondes, mais je vais voir quel combat je peux déjà annoncer. J'ai vu Comme sur ça, Twitter Baïsangour qui parlait d'un potentiel retour. oui, Baki est sur cette Fat 4. Oui, il a raison de parler de ça. Baki est sur cette Fat 4. Jordan Zebo est sur cette Fat 4. Samir Faidin est sur la Fat 4. Il y a qui d'autre? Amari Dietrich. Vous vous rappelez de jeunes qui avaient mis des très très gros low kicks à chaque Abouev, l'anglais. Amari Dietrich qui est sur la Fat 4. On a qui d'autre qui est confirmé sur cette Fat 4? On a Dagui Imavov. On a Teddy Violet. On a Peña de Marte qui fait son retour. Et Teddy Violet sera en welterweight ou en lightweight? Non, Teddy Violet descend en lightweight et dans le futur, il descend en featherweight finalement. Il fait un chemin avec des sas de décompression. Mais voilà, grosso modo, ce qu'on a comme on a un très, très gros combat qui arrive avec Paulin Béguet contre Igor Glaskov. Igor Glaskov, c'est 7-0, c'est un gros nom de la Russie, l'un des espoirs. C'est une marche revanche parce que Paulin Béguet avait affronté Igor Glaskov lors des championnats du monde amateur de MMA. Et les deux ont fait chacun leur parcours. Ils se retrouvent aujourd'hui alors que Igor Glaskov est déjà 7-0 en professionnel. Donc c'est un match qui va péter. Oui, voilà grosso modo ce qu'on a. Comment tu vas gérer toi du coup? Quoi ça? Bah, ça va faire un petit enchaînement Ares le vendredi, le samedi main event UFC. Parce que il y a juste à faire ce qu'on a à faire. Tu arrives sur Ares, tu fais ton boulot d'Ares, mais sauf que la veille, tu as fait un entraînement correct. Même le jour de Ares, le jour d'Ares, le 25 juin, au matin, je fais même, on est déjà en FAD 8. Il y a Moi, la pesée. Voilà, donc du coup, il y a la pesée, il y a tout ça, donc je fais tout ce qu'il y a à faire, et puis je vais dans la soirée et j'enchaîne. Le Ares se passe à 6 miles de l'UFC. Ares se passe au Dôme de Paris. 6 miles, c'est 10 km. Ares, c'est au Dôme de Paris. L'UFC est à la Cour Arena. Il y a 6 miles qui les séparent. Et vous avez un pack avec une réduction. Vous aurez des réductions UFC en prenant, donc, grosse réduction UFC plus grosse réduction Ares combinées en un seul ticket d'achat. Restez connectés, ça arrive très, très bientôt. Ben voilà, le teasing est là. Deuxième question de Kenny Joy.
Bonsoir le King, j'ai une question. JSP, donc Georges Saint-Pierre, a déclaré qu'il aurait mis Ousmane sur son dos s'il s'était affronté. Qu'en pensez-vous? Qui aurait dominé l'autre et gagné? J'ai un immense respect pour GSP. C'est l'une de mes personnalités préférées. J'adore comme personne. Euh, Mais je te jure, il est ultra sympa. L'autre jour, il est en conversation. C'est pas l'autre jour, avant-hier, il est en conversation avec Nasrad. Nasrad, qui est sur Paris en ce moment. Donc, il prépare son combat de septembre sur Paris. Nasrad, le combattant de, voilà, Akbarast voilà. Donc, du au coup, MMA Factory Akbarast, ou au... c'est ça. D'accord. Donc, du coup, il est en texto avec GSP et GSP. Il lui demande t'es où là? Il dit je suis à Paname comme je t'avais dit. Il dit non, t'es déjà machin. C'est pas ce bonjour à Fernand Lopez et tout. Enfin, c'est une immense personnalité, tu vois. Il a toujours été sympa. Quand on va au Canada, il nous prête sa salle de sport et tout. Mais je suis obligé d'être objectif. Je ne vois pas comment il va mettre le dos d'Ousmane Camaro au sol. C'est dur. C'est l'un des lutteurs les plus compliqués de la dernière décennie, Kamaru Usman. C'est un problème en lutte. C'est un vrai problème. Il a une lutte bizarre, une lutte très, très dure. C'est pas une lutte sur laquelle le timing marche. Genre, tu m'endors, tu boxes et tu places un timing très, très dur. J'aurais payé pour regarder ça. Voilà quoi. Et puis, on parlait tout à l'heure de est-ce que Valentina Shevchenko, est-ce que Joanna Jędrzejczyk, est-ce que c'est le temps qui passe et qu'elle n'a pas évolué avec le sport? Franchement, le MMA, ça va très vite. Si tu passes quelques heures à côté, ça peut aller très très vite le MMA. Donc, je me méfie. Donc oui, donc ce pauvre Georges Saint-Pierre, ça ne l'aurait pas fait contre Kamaru Ousmane. J'ai des doutes. J'ai des doutes avec j'ai beaucoup de respect, tout ça, mais je suis obligé d'être brutalement honnête. Ousmane Kamaru, c'est un problème. Ousmane Kamaru, Vas-y, c'est un problème? Ouais, c'est compliqué. Sa lutte ouais, c'est difficile. Il lutte très bien, il lutte très fort. Il lutte très bien, il lutte très fort, Fernand, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu lutter. Est-ce que toi, t'es de ceux qui pensent... Enfin, moi, je commence à être là-dedans, un peu à la manière de Daniel Cormier, où à la fin, c'est qu'il ne pouvait plus, tout simplement. Est-ce que tu penses que là, Kamaru Usman, il est dans cette situation-là aussi? Moi, c'est ce qui commence à m'inquiéter un petit peu. Non, non, ça ne m'inquiète pas du tout. Je pense il a pris le plaisir à boxer. Il sait qu'il boxe bien. Ça devient un kiff. Voilà quoi. On le vit tous les jours. Ce matin à l'entraînement, je demandais à Ahmed Salamov de un peu lutter quoi. Hier, je demandais à Shamsuddinov de lutter un peu plus quoi. Parce que les gars tombent amoureux de la boxe et quand tu tombes, c'est un virus, quoi. Tu te mets à kiffer. Enfin, c'est addictif de mettre des KO au foie, quoi. Ahmed Salamov, la semaine dernière, boum, 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 il boxe, il plie tout le monde. Sa boxe s'améliore, il sent les progrès. Il y a tout le monde qui lui dit qu'il est bon. On sent qu'il est bon. Cyril lui dit, mais c'est incroyable, tu me mets en difficulté. Enfin, donc, du coup, j'ai du mal à le faire lutter. Mais attention, s'il veut lutter, s'il a en difficulté, il lutte sale. Il lutte très sale. Mais non, on n'est pas encore ça. Il y a des personnes, effectivement, qui, à force de ne pas lutter, vont perdre la lutte. Ousmane n'a pas, il a été deuxième division au State. Deuxième division All State, c'est chaud. C'est de la vraie lutte. Ouais, mais il y a un petit moment. C'est pour ça que je me dis, par exemple là, le combat contre Leon Edwards, qui est prévu pour le 20 août prochain, Salt Lake City, Utah. Toi, tu penses que ça va être une petite défense tranquille pour Kamaru Usman? Non, ça va être un gros combat. Là n'est pas la question. C'est que si Ousmane, tu trouves que ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté, GSP, ça fait combien de temps qu'il n'a pas lutté? That's the question. Ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. Bah voilà. Mais voilà. Il s'entraîne toujours, il s'entraîne tout le temps, Georges Saint-Pierre. Ok. Moi, en tout cas, je préfère être sincère et honnête. S'il y a un billet à mettre sur un petit pari où on s'amuse, je mets le billet sur Ousmane. Juste pour jouer. Je mets sur lui. Maintenant, avec lequel
j'irai bien en vacances et tout, bah oui, GSP est juste génial, c'est un homme exceptionnel, tu vois. C'est un homme véridique, exceptionnel, c'est un homme, j'adore. Mais non, ma conviction ne me permet pas de dire GSP juste pour faire plaisir. Je peux pas, je ne le sens pas. Est-ce que justement là, contre Leon Edwards, tu penses qu'on va revoir le Kamaru Usman un petit peu plus lutteur par Il n'a pas le rapport choix. voilà. Et il n'a pas le choix. Et que là, lui Exactement. Et doit... c'est pour ça que moi je suis très curieux de voir ce combat là. Ouais, là, il est obligé de dire à Trevor Whitman, bon, coach, pose un peu avec ta boxe, c'était belle la précision, nana. Viens, on repart sur mes routes. Montre-moi comment je peux faire le brawler et le wrestler. Donne-moi quelques astuces de brawler. J'ai besoin de bagarrer, j'ai besoin de faire du chaos, j'ai besoin d'organiser du désordre, une bagarre où je vais arriver au contact, le clou au sol parce que ce petit, il peut me poser des problèmes. Bah voilà. Donc on va savoir un petit peu où en est Kamaru Usman. Mais par contre, ouais, c'est ce que je me dis aussi. S'il arrive à imposer sa lutte, là, ça fera un petit peu flipper pour la suite parce que. Qui Ah oui, Qui non, il a une lutte très, très, très offensive, très agressive, très dure. Une vraie lutte, pas souple comme les gars tu vois, les gars du Daghestan, les Tchétchènes. Il y a de la technique, il y a de la souplesse. Les Américains, ils luttent barbare. Ça bloque, ça bloque, ça lutte, ça bloque. Et ce genre de lutte, c'est pas une lutte sur laquelle tu as des bons timings, quoi. Le mec, c'est dur. Encore une fois, je doute fort que ça puisse marcher. Bon bah voilà. Affaire à suivre. En tout cas, le King, merci beaucoup comme chaque semaine. Expertise au top, épisode au top. Le 25 juin prochain. N'oubliez pas, c'est dans 10 jours maintenant. Ares Fighting Championship Volume 7. Va y avoir du bad blood. Va y avoir du bad blood. Avec, moi j'attends particulièrement, quel main event. Abdul Abdouragimov, Karla Moussou, vous le savez tous. Mais il y a aussi, qui a été annoncé il y a quelques jours seulement, Amin Ayoub, Damien Lapillus. Ça sent la poudre, les gars. Ça sent la poudre. Et puis vas-y. C'est silencieux comme combat, mais c'est tendu. Il y a de très longues histoires. C'est silencieux, mais c'est tendu quand même. C'est très, très tendu. Je sens une tension à couper au couteau. Je le sens. Je sens une détermination, des déclarations. Je sens Amit super motivé. Je sens Damien résolu. Est-ce que vous imaginez que les deux devaient chacun respectivement affronter des adversaires différents? À l'instant où les adversaires ont annoncé qu'ils étaient blessés, il m'a fallu montre en main pour convaincre Damien Lapillus de valider son combat contre Amin. Il m'a fallu montre en main 10 secondes, maxi. Benjamin me dit qu'il lui a fallu très, très peu de temps. Il ne lui a même pas fallu du temps. En réalité, c'est Amin Ayoub qui a demandé si mon gars est blessé, alors je prends Damien Lapillus. C'est chaud. Ouais, ben voilà. C'est chaud. Et moi, j'aime des jeunes qui prennent des risques comme cela. Parce qu'il faut le dire encore une fois de plus. On sait comment fonctionne l'UFC. En cas de violent ou de brutal short notice, parce qu'il y a un malade, un blessé, n'importe quoi, ils peuvent prendre même les personnes qui n'étaient pas au top ranking. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où l'UFC arrive en France le 3 septembre, il n'est pas bête d'avoir une victoire et d'avoir fait une violente victoire et un violent combat. C'est pas stupide. Ça veut dire que tu es sur UFC Fight Pass et tu fais un violent KO le 25 juin. Si jamais il y a un problème dans ta catégorie, il est possible que en short notice, tu sois appelé. Donc, on a deux éléments qui vont rendre le combat, l'événement du 25 juin très excitant. La structuration des pays de l'UFC, d'Ares, qui il n'y a nulle part ailleurs. Vous avez de manière générale une structuration, le show bonus, le win bonus. Nous, on s'est dit, on ne devrait pas motiver un combattant à gagner un combat. Tous les combattants sont motivés à gagner. Donc, on retire le win bonus, on l'additionne au show bonus,
on fait le double et on le place en finish bonus. Dorénavant, si tu gagnes ton combat à la décision, tu n'as que le win bonus qui a été additionné au show bonus. Mais il n'y a plus de win bonus indépendant. Si tu gagnes ton combat par finish, alors tu prends le show bonus plus le finish bonus. Donc, vous avez remarqué que ça devient ultra agressif. Et que l'évolution, elle ne ment pas. Vous voyez un Taylor Lapidus qui fait le combat au Dakar au Sénégal. Il va à la décision contre un jeune qui a 10-0. Il fait son combat contre Wilson Reyes, ancien contender à la section de l'UFC. Il va à la décision. Il arrive sur le troisième combat. Il dit, bon, j'ai compris comment ça marche. Ça a pris le temps à monter, mais là, j'ai compris, je veux mon argent, je veux tout mon argent. Il sort une performance de ouf. Voilà ce à quoi son sang. Quand tu additionnes ça au fait que l'UFC est dans les parages, il pourrait avoir une possibilité que je sois en pole position si jamais ça se passe bien. Bon, je sens que je vais me régaler. Les gars, prenez vos places, je ne vais pas passer par 4 chemins, perdez pas le temps. Surtout que j'ai vu un post passer, je crois que c'est la catégorie 4 qui est sold out. Donc ça veut dire que ça vend très très bien. Il y a une deuxième catégorie, il y a une autre catégorie qui est sold out, là, qui est arrivée bientôt et dont on n'a pas encore parlé. Il y a une deuxième catégorie qui est sold out. Là, ça va très vite. Il reste 2 catégories, allons-y très vite. Ah non, mais les gars, ça va être chaud. Enfin, même moi, là, je suis particulièrement hypé parce que, voilà, il y a des histoires, et enfin, c'est ce que je disais à Fernand, et puis même avec Rust, c'est Caresse, moi, je trouve que c'est très clean, très bien, il n'y a pas de souci, mais ça manque encore un petit peu d'histoire, les gars se respectent trop, les filles aussi. Là, cet événement-là, c'est l'événement qui, à mon sens, va permettre de basculer un petit peu. Bon, ceux qui sont dans les petites confidences savent que ça ne se respecte pas tant que ça. Hein, parce que, mais dans le sens, dans des face-off, tout ça. Pour parler de nos collègues de Ebi Show, j'ai cru entendre que Ebi avait dit à Guillaume Pelletier en disant, bon, tu as quand même vu l'entraînement avec ce qui s'est passé en sparring. On sait, on était là, on a vu. Pour sous-entendre que Abdul a marché sur Cal ou un truc de ce genre. Je ne sais pas ce qu'il sous-entendait, je n'ai pas eu les détails du truc. Mais il y a des choses qui se disent dans les coulisses et bon, j'ai l'impression que ça va être tendu quand même. Eh ben, ma réponse d'ici quelques jours. Monsieur, à la semaine prochaine. Yes, merci, au revoir. N'oubliez pas, on clique, on s'abonne. Et puis, on dit en commentaire ce qu'on aimerait avoir comme question ou bien comment on fait pour améliorer le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous dis à bientôt.